Bonjour, chers collègues. Tout d'abord, merci beaucoup de nous donner cette possibilité de partager avec vous ces quelques idées. Nous allons également parler du budget, mais dans une partie assez restreinte. Donc, nous allons parler des revenus de la population. Vous voyez que c'est bien sûr les recettes et les dépenses. Et donc, pour illustrer mon propos, je voulais vous montrer la part de l'impôt sur le revenu dans le budget russe. Donc, vous avez le budget consolidé de la Fédération de Russie. Ce sont des données pour 2023, mais jusqu'en novembre 2023, pas pour l'année complète. Donc, c'est 16,9% du budget de l'État. Donc, c'est une somme conséquente, 5,5 trillions de roubles. Et bien sûr, c'est quelque chose de très conséquent. Et en même temps, les impôts sur le revenu, ce sont les recettes des régions. Ça va dans les régions. Donc là, si l'on parle de la part de cet impôt dans les budgets régionaux, ce taux s'élève à 36%. Donc pour cette période de janvier à novembre, c'est une somme de 5,3 trillions de roubles. Et ensuite, ce qui est important également, c'est que du point de vue formel, nous avons une charge fiscale sur les employeurs, mais en même temps, cela dépend du niveau de revenu. Bien sûr, c'est les salaires et ce sont les cotisations. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ces cotisations, mais en tout cas, ils sont inclus dans le code des impôts. Donc là, vous voyez également les données sur janvier-novembre 2023 et vous voyez que cette part s'élève à 22,3% et en même temps, ce sont surtout les cotisations pour les retraites. Donc, il s'agit des cotisations pour les retraites obligatoires. Et donc là, on arrive à 9,3 trillions de roubles et 6,8 trillions pour seulement les cotisations des retraites. Donc nous comprenons bien que ce sont des parts importantes des recettes du budget. Et pourquoi on en parle également, c'est parce que si les revenus sont plus bas, c'est-à-dire qu'il faut que le budget soit plus dépensé en prestations sociales. Donc cela veut dire que pour soutenir une activité économique, il faut dépenser plus. Donc nous ne pouvons plus dépenser ces ressources du budget pour autre chose. Et ensuite, là, c'est quelque chose qu'on va brièvement évoquer seulement. Donc, ce sont les questions sur les taux d'impôt progressifs. Et là, je vais juste faire quelques petits commentaires pour confirmer cette position en disant que là, ce n'est pas vraiment raisonnable d'introduire cette proportionnalité parce que, en fait, nous voyons une situation qui n'est pas très stable en termes de catégories de personnes qui ont des recettes, des revenus élevés. Donc, ce sont des gens assez riches, on va dire. Et là, vous voyez les données
Donc, malheureusement, il n'y a pas de données officielles après 2020, mais en tout cas, ce sont les revenus déclarés par les personnes qui ont gagné plus d'1 milliard de roubles en 2021. Donc, il y en a 495 personnes. Donc, c'était bien sûr une période de pandémie, de crise, 2019-2021. Et nous voyons quand même que il y a des personnes qui ont gagné plus d'1 milliard. Et donc, le nombre de ces personnes a augmenté. Donc, pour tout le pays, on est à 495 personnes, alors que avant, c'était des chiffres, des nombres à 2 chiffres, en 2015 encore. Donc là, on voit une croissance. Et en même temps, pourquoi je dis que cette progressivité n'est pas encore peut-être raisonnable? Euh, c'est parce que quand on arrive à une situation où il y a des personnes qui vont leur revenu augmenter, ce n'est pas tout à fait des super riches, mais en fait, nous allons ici voir une situation avec les sources de revenus que vous voyez ici. Ce sont les salaires. Donc, comment cette situation a changé? Et là, je passe la parole à ma collègue Marina. Merci beaucoup. Bonjour, chers collègues. Donc, moi, je vais continuer cette intervention et moi, je vais parler plus en détail de la dynamique des revenus de la population en 2023 en Russie et un petit peu plus en détail pour des groupes de population en termes de sociodémographique et régional. Et donc, pour commencer, j'aimerais vous rappeler ce qui a déjà été dit. Donc, les revenus réels ont augmenté cette année. Donc, entre janvier et septembre, on a vu une croissance de 4,4%. Ensuite, les salaires réels ont également augmenté de 7%. Nous avons vu une réduction du niveau de pauvreté et la diminution aussi du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Donc, ce que nous pouvons souligner ici comme facteur, c'est l'indexation des retraites, l'augmentation des salaires, les prestations sociales et il faut mentionner également les salaires assez élevés des personnes mobilisées, des contractuels de l'armée et donc cela a eu un impact sur les salaires moyens. Et en ce qui concerne la structure des revenus de la population, ici nous voyons encore une fois que ce sont les salaires qui occupent la première place et on voit que ces salaires augmentent et cette part augmente également. Ensuite, vous voyez les prestations sociales, mais dont la part baisse et qui arrive à 20% dans le troisième trimestre 2023. Des revenus liés à l'immobilier également. Ensuite, si l'on regarde les groupes de population, vous voyez que la structure reste à peu près la même. Donc, il y a encore une fois les salaires qui dominent, mais en même temps, la part des salaires change en fonction des groupes. Et dans les populations à revenus plus bas, il y a plus de prestations sociales, des retraites. Et en même temps, ce qui est important de noter ici, c'est les changements des revenus réels dans ces groupes en 2023.
dans le contexte général de augmentation des revenus. Donc les revenus réels, comme vous voyez, ont augmenté dans tous les groupes et au troisième trimestre, nous voyons une augmentation partout. En même temps, cette augmentation ralentit un petit peu dans certains groupes. Donc là, on peut faire un premier commentaire sur ce qui se passe dans les différents groupes en fonction des niveaux de revenus. Et ici, sur ce graphique, vous voyez la même tendance en fait. Donc, depuis le deuxième trimestre 2022 jusqu'au troisième trimestre 2023, en bleu foncé, vous voyez le premier groupe et en rouge, vous voyez le 10e groupe. La totale est marquée en noir foncé sur le graphique, donc vous voyez bien ces tendances représentées ici. Et une autre illustration pour voir encore une fois cette différence de dynamique dans les revenus, c'est l'auto-évaluation des revenus par la population elle-même. Donc là, on peut regarder comment change la distribution entre les groupes sur cette auto-évaluation de situation financière. Par exemple, si l'on prend le troisième groupe, vous voyez que il y a des personnes qui disent qu'ils ont assez d'argent seulement pour se nourrir, ensuite pour se nourrir et pour s'habiller, et ensuite pour se nourrir, s'habiller et pour acheter des biens de consommation plus durables. Et on a à peu près 1 à 2% qui disent qu'ils ont assez d'argent pour tout ce qu'ils veulent acheter, y compris l'immobilier. Donc là, c'est un groupe moyen, on va dire. Et bien sûr, dans les groupes avec des revenus plus bas, vous voyez une image différente. Donc là, c'est une façon de l'illustrer. Et en fait, la deuxième donnée, c'est la dynamique. Donc, vous voyez ici en bleu le troisième trimestre de 2022 et en rouge le troisième trimestre de 2023. Et vous voyez que dans les premiers groupes et dans le cinquième groupe, il y a un petit changement, une petite croissance, alors que dans les autres groupes, il n'y a quasiment aucun changement. Et on voit la même image, la même situation dans les groupes sociodémographiques. Donc là, vous voyez des familles nombreuses, des familles monoparentales, des retraités, des foyers avec des personnes à mobilité réduite ou des personnes handicapées. Donc là, vous voyez qu'il y a eu des petits changements dans quasiment tous les groupes, sauf les retraités, qui n'ont pas vu de changement majeur. Donc là encore, c'est un groupe qui n'a quasiment pas senti d'augmentation de revenus. Ensuite, en ce qui concerne l'utilisation des revenus, bien sûr, la majeure partie de ces revenus vont aux achats des biens et des services. Et là, j'aimerais m'arrêter sur un indicateur, c'est la part des dépenses pour les produits alimentaires qui nous donne une idée sur la situation financière globale des ménages. Donc, en fonction de combien en pourcentage les gens dépensent pour la nourriture. Donc là, vous voyez que dans tous les groupes, ces 10 groupes, cette part a augmenté. Et en 2023, nous voyons que cette tendance s'est arrêtée, donc avec
une augmentation de revenus en moyenne en Russie, cette part de dépenses alimentaires a baissé, mais en même temps, il y a certains groupes de population où cette tendance persiste. Donc là, il s'agit des groupes 4 et 6. Et si l'on parle en termes sociodémographiques, ce sont des foyers, pardon, avec une personne qui travaille, et des foyers où il n'y a qu'une personne ou personne qui travaille. Donc, ce sont les groupes les plus vulnérables et également des familles jeunes et des familles avec des personnes handicapées. Autre point, autre facteur qui a eu un impact sur la dynamique du niveau de revenus et les revenus des ménages. Vous voyez l'indice des prix de consommation pour différentes années. Et là, à la différence des années 2019 et 2022, vous voyez qu'en 2023, les prix des produits alimentaires ont augmenté beaucoup plus dans les groupes à revenus bas que dans les groupes à revenus plus élevés. Ensuite, si l'on parle des salaires, nous voyons ici les différences en termes de secteur. Donc, je vous disais que les salaires ont augmenté de 7%. Là, on parle des salaires réels, 14% en salaire nominal. Et donc, ici, vous voyez le ratio des salaires moyens par rapport aux différents secteurs. Il y a une assez grande différence. Il y a une assez grande différence de 60% en ce qui concerne les établissements hôteliers et restauration, jusqu'à 220% dans le domaine d'activité financière et d'assurance. Je suis désolée qu'il n'y ait pas d'anglais sur ce diapositive, mais je vais faire quelques commentaires. L'éducation et la santé sont au-dessous de la moyenne. Donc, les salaires sont en dessous de la moyenne, 84% en secteur de santé et 74% en éducation. Et dans ce tableau, on a 10 secteurs avec le niveau maximal comparé à la moyenne et 10 avec le niveau des salaires minimal comparé à la moyenne. Voilà. Et ici, on parle de la même différence des salaires, mais en mode dynamique. Comme j'ai déjà dit, le changement entre janvier et octobre 2022 est assez significatif. Cela concerne les salaires nominaux. On n'a pas trouvé d'autres données. Mais il y a aussi cette grande distribution, les salaires maximaux dans les industries de traitement et tous les secteurs liés au capital humain sont en dessous de la moyenne. Et également, dans le tableau, on a 10 secteurs avec la croissance maximale et 10 avec la croissance minimale. Ensuite, un petit panorama de la dynamique des différences des salaires. Ici, on a des données pour des différentes régions, grandes régions, les arrondissements fédéraux qu'on les appelle en Russie. Donc, on a en 2023, il y a une croissance sur toutes les lignes. Elle est la moindre, cette croissance à l'Extrême-Orient, mais elle est supérieure aux Urals, en Sibérie et dans la partie centrale, qui comprennent des usines de traitement qui
on fait les meilleurs résultats cette année. Et vous pouvez voir cette croissance après la Covid. Et là, la croissance était concentrée au nord-ouest et au centre de la Russie parce que la crise touchait plus au secteur des services. Ici, c'est un peu plus de détails par région. Enfin, le dernier sujet auquel je voudrais toucher, c'est la différence de niveau de vie par région et l'évolution du niveau de vie. Donc ici, on a 10 régions avec le ratio maximal des revenus au minimum de vie et 10 régions avec le ratio minimal. Et je voudrais tout d'abord souligner que le minimum, le minimum, c'est la République de Tuva, c'est 1,6% le minimum de vie à leur niveau de revenus et le chiffre maximal, c'est 6 fois le minimum de vie dans Yamalonenetsky arrondissement. Et à droite, vous avez les dynamiques. On peut voir que dans les régions avec un niveau de revenus inférieur, on a vu également une croissance plus lente. Et juste quelques mots de résumé. Dans quel groupe on a vu une croissance plus lente ou plus faible des salaires, des revenus? Donc, quels sont les points auxquels on devrait porter attention? C'est tout d'abord le groupe avec les revenus basses et moyennes. Cela concerne aussi l'auto-évolution des groupes et les retraités. Et en ce qui concerne le salaire, c'est la grande différence des salaires des secteurs liés au développement du capital social. Et je passe la parole à Elena pour faire les dernières conclusions. Alors, juste quelques conclusions finales, c'est ce dont on a déjà parlé. Bien que, même si on n'a pas parlé d'introduction d'une échelle progressive, on assiste à cette tendance de croissance dans le groupe 10 et si on parle de la stabilisation de la situation générale, on doit porter attention à ce groupe. Et une autre chose dont on n'a pas parlé, qui est un peu évident, c'est l'idée d'introduire un minimum de revenus non imposables, parce qu'en Russie, ce n'est pas le cas et on doit payer des impôts, même des sommes, des bases qui sont nécessaires pour la survie de la personne. Ensuite, en ce qui concerne la politique budgétaire, dans son aspect social, on peut distinguer des groupes qui ont besoin de soutien financier et on peut être d'accord sur le fait que les prestations sont en train d'augmenter pour les familles avec des enfants, surtout. Et un autre axe d'évolution de la politique, c'est le soutien des petites et moyennes entreprises. C'est l'idée de stimuler l'activité économique des petites et moyennes entreprises pour réduire la charge sur le budget fédéral. Voilà, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Présentation extrêmement intéressante. Y a-t-il des questions? Une question de la part d'Hélène Clément-Pithiot. Voilà, alors moi, ma question, parce que je suis un peu néophyte sur le sujet, est-ce qu'on peut nous donner à peu près la proportion des aides pour le chômage par rapport à la moyenne, des, salaires?
En général, les prestations de chômage sont très petites et plus longtemps on reste au chômage, les moindres sont les prestations. Je ne dirais pas exactement quelle est cette proportion, mais si on parle du solaire du groupe 10, ce serait autour euh, de 120 000 roubles, 140 000 roubles. Et parfois, les prestations de chômage sont en dessous du minimum de vie dans certaines régions. Je dirais un ratio de 10% et c'est encore assez optimiste. Alors moi, j'ai une question. Bon, on voit très bien les différences de revenus salariaux par grande région, mais qu'en est-il des différences de prix? Autrement dit, quel est l'écart par rapport au prix de Moscou dans la région sibérienne, dans la région de l'Oural ou en région Volga-Viatka? Merci pour cette question. L'écart en salaire a été corrigé pour le minimum de vie qui inclut les prix. C'est en salaire réel. C'est en salaire réel. D'accord. Compris. Merci beaucoup. Alors, votre intervention portait sur les changements, l'évolution qui a eu lieu, mais ma question porte surtout sur la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu des changements dont on avait besoin, qui auraient dû avoir lieu? Je n'ai pas vraiment compris quand au début vous disiez qu'une échelle progressive ne serait pas raisonnable, alors que dans vos conclusions vous insistez sur l'utilité d'une telle échelle. Pourquoi est-ce que vous aviez dit que ce n'était pas adapté ou raisonnable au début? Et une seconde question, la première, il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'interventions au Parlement russe qui portent sur le fait que les professeurs de l'école reçoivent un salaire très très bas. Quelle est votre attitude à cela? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à augmenter les salaires dans l'éducation nationale? Merci, je vais préciser. Je ne dis pas que ce n'est pas raisonnable. Je dis que ce n'est pas raisonnable d'introduire cette échelle là, en ce moment-là, parce que c'est un pas très grand, très important, très responsable, et comme on se trouve dans une situation de manque de stabilité, on peut avoir comme résultat le fait que la charge de cette progression ne va pas retomber sur les plus riches, voilà, pas sur les gens qui touchent beaucoup comme salaire et revenu, mais si on regarde les données réelles, on comprend que là, ce sont des personnes qui gagnent autour de 120, 140 000 roubles. Et les risques vont tomber sur ceux qui travaillent, qui gagnent, qui génèrent les paiements sociaux, et c'est assez risqué. Donc, je dirais que à l'heure actuelle, de point de vue d'éviter les risques, ce n'est pas rationnel.
Mais en ce qui concerne l'équité de l'imposition, la redistribution des revenus des impôts, c'est quelque chose qui est très important qu'il faut faire, mais il faut le faire dans une situation beaucoup plus calme. Je veux donner un exemple qui n'est pas peut-être très réussi comme exemple, mais si on pense aux périodes antérieures, 2013, 2015, on parlait beaucoup des manœuvres fiscaux, dans manœuvres fiscales plutôt, qui consistaient dans en évolution, changement des niveaux des impôts et des taxes. Et tout allait bien, mais cela a coïncidé sur le début d'une période turbulente avec les turbulences dans les taux d'échange, etc. Et cela a impacté d'une manière plutôt négative tout le monde, y compris le budget fédéral. Donc, l'idée d'introduction de cette progression dans l'imposition des revenus, il faut le faire avec une tête froide, avec une très bonne préparation, le calcul préliminaire. En ce qui concerne les salaires dans l'éducation nationale, et bien sûr les professeurs, les docteurs, les médecins, les gens qui font de la science, les scientifiques, toutes ces personnes doivent avoir des salaires dignes. Je suis d'accord avec vous, il faut le faire. Oleg. Oleg, пожалуйста. Oui, j'ai une demande de précision. J'ai peut-être manqué ça dans l'intervention. C'était sur les sources d'information primaires. Je pense que Elena parlait sur la balance, l'équilibre des revenus et dépenses de la population. Et j'ai vu cette idée méthodique assez intéressante, c'est que les personnes qui ont une hypothèque, donc en crédit hypothécaire, ces personnes vont se retrouver dans les groupes supérieurs de façon automatique. Est-ce que c'est lié à la balance des dépenses et revenus des populations ou il y a une autre source de ces données? Merci pour cette question. C'est d'une part cette balance des budgets des ménages et il y a également des données d'une observation sélective des revenus de la population et leur participation à des programmes sociaux. La plupart des données, c'est vraiment l'étude des budgets des ménages et ce que vous venez de dire, cela fait partie de ça, mais en ce qui concerne l'impact sur le montant des revenus, il n'y a pas vraiment beaucoup d'impact, ces nuances dont vous parlez, qu'on a décrit dans nos premières recherches. Si on calcule ces groupes déciles en fonction des ressources disponibles dont ils disposent, ça devient un peu différent. Donc, on a un résultat un peu différent que si on détermine ces groupes sur la moyenne des revenus par tête, par personne. Mais l'indicateur des revenus est presque égal dans les deux cas. Ce qui est différent, c'est les chiffres des épargnes et des emprunts. Là, les deux facteurs sont différents pour les groupes déciles en fonction de la méthode de calculation. Mais les chiffres de revenus sont presque les mêmes. Mais je pense que vous aviez aussi des différences des dépenses par groupe. Cela devrait être impacté. Non, on n'a pas présenté ça. On a seulement parlé de la part des dépenses liées aux produits alimentaires. Mais voilà, c'est une perspective pour notre recherche. Il y a des difficultés d'obtenir des données.
j'essaie depuis un mois de télécharger ces données du site de Eurostat et soit la page n'est pas disponible, soit on a 0 byte d'informations à télécharger. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais dès qu'on aura la possibilité, on va bien sûr faire ce calcul.